Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine Débat de la semaine. Débat de la semaine pour un débat citoyen avec des acteurs politiques et de la société civile. Débat de la semaine, ce numéro portera sur la tournée du chef de l'État dans la province du Nord Kivu. Le chef de l'État qui a donc qui a promis de relancer des projets de développement dans cette partie de la République démocratique du Congo. On parlera également de la réunion de la CIRGL dans la capitale ougandaise, à Kampala, avec tous les acteurs. Et puis, on va terminer par ces drones que la MONUSCO voudrait maintenant mettre en opération dans l'est de la République démocratique du Congo pour la surveillance des frontières. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai sur ce plateau de Télé 7 le professeur Milala, qui est donc philosophe. Lui n'est pas politique, il est donc philosophe. À côté de lui, il y a Jean-Pierre Kambila, qui est au cadre de la majorité présidentielle. Et enfin, professeur Kalele, qui est président d'une formation politique de l'opposition. C'est avec eux qu'on pourra bien sûr analyser et débattre sur toutes ces questions. Professeur Milala, bonjour. Jean-Pierre Kambila, bonjour. Bonjour. Professeur Kalele, bonjour. Ok, professeur Kalele, je vais commencer par vous. Nous avons appris, enfin, bien sûr, c'était le week-end dernier, le décès de Rochero Taboulé. Je voudrais que vous puissiez placer un mot sur cet événement qui a surpris tout le monde. Bon, je crois que je présente les condoléances à la famille de Rochero et à la famille des artistes et musiciens, je dirais même à l'ensemble de la République. Parce que ça, c'était déjà devenu un patrimoine congolais. Un accent particulier. Moi, je suis professeur de cours de sociologie de la connaissance. J'ai 3 chapitres dans ce cours où je fais réfléchir sur la créativité. Comment les hommes confrontés à des problèmes X, Y font travailler leur tête pour trouver des solutions. J'ai un faible pour les musiciens parce qu'ils sont parmi des grands créateurs. Les musiciens, dans leurs chansons, surtout quand ils exploitent des thèmes très précis. Les artistes, c'est parmi nos grands créateurs, malheureusement, dont nous n'exploitons pas le fonctionnement de leur intelligence. Quand je fais venir dans ce cours ceux qu'on appelle des bricoleurs, les mécaniciens là, comment vous arrivez à faire fonctionner une voiture Toyota avec des pièces Isuzu, Mercedes, Ford, etc. Mais vous voyez que c'est un génie, mais qui ne peut pas expliquer ce qu'il dit. J'étais même très frappé sur le Lualaba, vers Kabondo Dianda, au Katanga. Un véhicule tombe en panne, c'est en brousse. La batterie est déchargée. On fait 2 jours. Lubumbashi, c'est loin, Kamina, c'est très loin, etc. Le boy chauffeur, qu'on appelle ici l'agent qui fait payer là. Le receveur. Il dit non, nous allons partir. Comment nous allons partir? Où est-ce qu'on va trouver une autre batterie? C'est une affaire très simple. Il creuse un trou
On prend les feuilles de bananier, on met un brasier au-dessus et un peu de sable. Et le type là dit, dans quelques minutes, nous allons charger la batterie. Effectivement, les choses se sont passées comme ça. Charger une batterie avec le feu de bois dans le truc. C'est pour cela que je dis, des gens comme les Rechero, comme les Franco, comme les autres, ces grands musiciens-là, qui exploitent des thèmes, comment leur viennent les inspirations. Et comment ces inspirations mettent en branle la population. Et quand vous les observez, même Rochero, chanteur, danseur, vous voyez qu'à un moment donné, il regarde le ciel. Il est en train de sourire, mais avec qui il parle? Je ne veux pas entrer dans les détails sur la créativité, parce que c'est extrêmement important. Très important, d'accord. Je crois que nous nous inclinons devant le génie de cet homme. Il est mort et c'est notre chemin à nous tous. D'accord. Voilà, Jean-Pierre Kambila. Tout à l'heure, avant l'émission, vous parliez de lui en tant que poète. Mais c'est un poète. Voilà. Placez alors un mot. Le poète, c'est un très grand créateur, parce que c'est un homme qui prend des libertés avec la réalité. Et bien plus que ça, c'est un poète qui nous a accompagnés, en tout cas pour les gens de ma génération, qui nous a accompagnés toute notre vie, qui a exploité tous les thèmes qu'on peut imaginer, qui a chanté ce pays, qui l'a honoré, qui l'a représenté pratiquement partout dans le monde, qui nous a fait honneur. Et au moment de son départ, il est difficile de trouver les mots et les phrases qui pourraient être comme un début de paiement de la dette immense que nous lui devons. J'espère que nous serons à la hauteur. Merci, professeur Milala, philosophe que vous êtes. Merci, moi je suis franchement enchanté de l'œuvre, hein, une œuvre fantastique de Taboulay. Mais je dois dire qu'il est de Bagata, hein, il est mouyansé. Et je l'ai beaucoup plus connu plutôt dans des petites histoires à travers ma femme, qui est yansé, qui me parle de lui. Quelquefois, une chanson, dit, mais tu sais, cette chanson-là, elle a chanté pour sa fillette, ou, etc. etc. Mais ce que j'ai retenu de la musique congolaise, c'est quand j'ai fait l'Angola une fois, j'étais en Angola. Mais nous dominons littéralement la musique africaine. Hein. C'est ce que j'ai remarqué. Non, mais ça doit être un grand monument. Je crois qu'il faut très vite construire un grand monument pour ce monsieur qui a fait carrière dans la musique. Et il a gardé une identité. Sa musique, c'est une touche particulière. D'abord, l'instrumentation, c'est extraordinaire. Et sa danse, il joue avec des pieds de façon particulière. Il a produit un enfant, Youssoufou, je crois. Il a donné une concert à l'Inter. 3, voilà. Et il a une fois interprété la chanson de son père, une des chansons, mais c'était émouvant. Je crois qu'il faut faire de lui un grand monsieur et l'immortaliser. Moi, je suis tout simplement ému pour la fin. Ben, c'est la vie de tous les hommes. Mais la culture, je crois, je vais en profiter pour dire pourquoi on n'en fait pas un super ministère dans notre pays. Je crois que la culture, on en a besoin pour construire une identité congolaise devant des problèmes que l'on a. La culture peut être un grand soubassement pour résoudre énormément de nos problèmes. C'est peut-être le moment de le dire, à travers l'art et l'artisanat. Il n'y a pas d'industrie sans artisanat. Hein? J'en profite. Vous voyez, pour faire l'industrie militaire, je voulais dire automobile, il faut commencer par un gili, les bricolages. C'est comme ça que ça se fait. Pour faire l'industrie, je ne sais pas de quoi, c'est comme à Bayakala. Vous voyez comment ça a commencé du bricolage. Après, c'est la grande industrie automobile congolaise, etc. Donc l'art et l'artisanat doivent être
une affaire très sérieuse. Je me demande s'il ne faut pas en faire un super ministère comme ailleurs. On va accorder aussi la parole à M. Abdon Mwamba, qui est de la société civile. D'abord, vous pouvez placer un mot sur ce dossier d'un grand musicien congolais, un baoba, Rochero. Oui. Vraiment, merci, messieurs les journalistes. Et surtout, moi, j'allais dire que c'est le pays qui est endeuillé, puisque Tabouley, dit Rochero, ce n'est pas le moindre dans les domaines de la culture, puisque quand vous regardez dans les droits de deuxième génération, nous avons les droits socio-économiques et les droits culturels. Ce sont parmi les gens qui ont donné vraiment de la valeur à la culture congolaise, surtout dans l'art musical. Si aujourd'hui, il nous quitte dans ce monde des hommes, nous avons perdu, puisque je ne crois pas que même si on peut imiter, même si on peut faire un effort, on peut retrouver les mêmes talents comme un Rochero. Le pays est en deuil, le monde de la musique est en deuil, et nous ne pouvons que présenter nos condoléances à la famille qui a perdu un grand homme. D'accord, merci. L'artiste ne meurt jamais parce que ses chansons continueront à résonner dans nos oreilles et un peu partout. On se souviendra de lui comme on le fait pour les autres, Pépé Calais, Luambo, ainsi de suite. On aborde le premier sujet de cette émission, la tournée du chef de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo et plus précisément dans la province du Nord Kivu. Joseph Kabila Kabange, à son arrivée à Goma, il a donc annoncé bien sûr la relance des projets de développement dans cette province. Je commence avec vous, monsieur Jean-Pierre Kabila, vous qui êtes de la majorité. Sous quel signe placez-vous cette tournée du chef de l'État dans la province du Nord Kivu, la province qui a été, dont quelques territoires ont été occupés par les rebelles du M23 pendant plus d'une année? Le chef de l'État a répondu à une demande. Il y avait une demande immense à l'est du pays, où après la guerre, nos compatriotes l'attendaient. Ils voulaient qu'il vienne, qu'il parle avec eux de leurs difficultés, mais aussi de leurs joies. Nos compatriotes ont souffert de l'occupation pendant, disons, presque une année. Il était important que, après que nous avions gagné la guerre, il était important que le chef y aille pour les consoler et surtout pour les écouter, pour savoir ce que nous devons maintenant faire ensemble pour nous remettre sur la voie de la reconstruction de notre pays. C'était vraiment une nécessité. Alors, il a annoncé la relance des projets de développement. Quel genre de projets qui pourront aujourd'hui faire de sorte que cette population meurtrie puisse se retrouver? Le tout premier chantier, que j'appelle moi le chantier zéro, c'est le chantier de la conscience. Les Congolais ont montré une très grande conscience quant à la nécessité de l'unité. Partout, même pendant cette occupation, les Congolais ont montré qu'ils voulaient rester Congolais. Maintenant, sur cette conscience, il faut bâtir autre chose. Il faut bâtir le besoin d'aller de l'avant. Parce que là, nous avons montré que c'est une force extraordinaire. Les grands pays qui étaient les grandes puissances ont éclaté avec peu de choses. Nous avons traversé là une période, une tempête extraordinaire, mais le Congo, le pays est resté uni. Donc maintenant, sur cette force-là, il faut construire une conscience de combat, mais un combat pour le développement. Et c'est d'abord dans les consciences de gens, vouloir faire que aujourd'hui soit mieux que hier, que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Rentrer dans ce processus de la recherche de la richesse véritable, c'est-à-dire celle qui découlera de la production, et non pas où on va attendre la main. Le développement qui répond à nos problèmes.
Qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la situation des gens? On a vu l'état des routes. On a vu l'état de santé des gens. Nous savons que pendant cette année, nos enfants du Nord Kivu ne sont pas allés à l'école. Les universités étaient fermées, etc., etc. Donc, le travail à faire est énorme. Nous devons le faire ensemble. Alors, professeur Kalele, vous qui savez lire entre les lignes, est-ce que cette visite de Joseph Kabila dans ces territoires, jadis occupés par les forces du mal, les rebelles bien sûr du M23, peut apporter un réconfort à toutes ces populations? Oui, c'est-à-dire que les gens naïfs vont trouver en cela un réconfort. Nous pensons que ce qui s'est fait là, c'est essentiellement de la récupération. Parce que le gouvernement ici a travaillé pendant très longtemps en complicité avec les forces négatives au nord et au sud Kivu. Dans les territoires occupés, quand les FARDC prenaient Rutshuru, c'est le gouvernement qui leur demandait de reculer pour que ces messieurs reviennent. Pendant longtemps, on les a laissés exploiter et administrer. En dernière minute, la MONUSCO nous a même dit qu'elle allait transporter ses services administratifs là-bas, pas pour chasser les Rwandais, pour vivre avec eux ensemble. Bon, maintenant que les FARDC ont eu raison de ces Rwandais-là, c'est tout le monde qui se précipite, délégation gouvernementale, président de la République, en sauveur. Je dis non, le jeu n'est pas sincère. Et au même moment, on est en train de se préparer à signer un accord qui dédouane les occupants, les tueurs, les violeurs, les pilleurs d'hier. Il y a quelque chose comme de la contradiction. Vouloir donner par la main gauche ce qu'on a pris à ces messieurs par la main droite. Pas correct. Les projets de développement, oui, c'est tout le monde qui parle du développement. C'est tout le monde, on veut bien voir. Et puis, il faut aussi qu'on précise. Ça sera aux frais de qui? Parce que lorsque le Rwanda a détruit ce pays, nous avions porté plainte à la Cour internationale de justice. Il avait été condamné à payer, je crois, 8 milliards. L'Ouganda. Oui. Nous avons annulé. Mais ces messieurs ici, le Rwanda, qui a fait tout ce qu'il a fait là-bas, on va le laisser comme ça? Il n'y a pas de plainte pour dommages et intérêts? Je veux bien voir quels seront ces projets et aux frais de qui. Parce que le nord, le sud Kivu, oui, c'est nécessaire, il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens ont été chassés de leur village. Les villages, il y a des villages qui sont occupés par des Rwandais, devenu une colonie de peuplement. On va faire quoi de ces Rwandais-là qui occupent les terres et les villages de Congolais? Ils vont vivre ensemble avec les autres ou bien on va nous les faire rentrer chez eux? C'est tout un tas de questions. Autant on va faire quelque chose pour le développement du Nord Kivu, je veux bien y croire, mais autant toutes les campagnes du Congo ici, elles sont oubliées, complètement oubliées, il n'y a pas eu de guerre. Les routes qu'on voit là, c'est les routes qu'on nous chantait, merveilleuses, mais nous les avons vues là-bas. Les écoles, on parle, les écoles sont détruites, oui, sont détruites parce qu'elles ont servi de maisons d'habitation pour les déplacer, mais aller ailleurs aussi. Ça ressemble à quoi? Les écoles. Là où il n'y avait pas de guerre. Là où il n'y avait pas de guerre, ça ressemble à quoi?
même ici à Capitale et à Kinshasa, vers Mbankana et Maluku, même Makala ici, ça ressemble à quoi? Donc, bref, moi je lis ça sous les yeux d'une récupération après avoir été complice des agresseurs, destructeurs, violeurs, pilleurs. Alors, professeur Milala, par rapport à la question, à cette tournée du chef de l'État, d'après vous, par quoi devrions-nous commencer dans tous ces territoires, j'ai dit s'occuper, pour les développer? Ok, merci. On a un plan de développement. Beaucoup de gens oublient, hein, nous avons un document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté qui est un plan de développement. Un plan national. Un plan national. Ah oui. Mais ce que l'on a demandé depuis longtemps, c'est qu'on aligne ces plans nationaux sur le budget à chaque fois et ce qu'on appelle la modernité, ce qu'on a appelé les 5 chantiers. Il faut les aligner ensemble. On ne peut pas naviguer à vue. Non, non, non. Il y a quand vous lisez ces documents, il y a énormément de projets qui sont prévus pour le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, ça existe. Mais si ces projets sommeillent, mais je crois qu'il y a des mécanismes, techniquement des mécanismes, comment faut-il les réanimer? Mais seulement ce que j'aimerais dire, il ne faut pas réduire la situation de l'Est à une année d'occupation. Je crois que c'est 20 années quasiment, hein, depuis 1994, depuis le génocide, ça a été une région troublée depuis lors. Les aires protégées ont été littéralement saccagées. Hein. Les dracons, on a pillé les espèces protégées. Mais il y a plus que cela, lac Albert avec le pétrole, etc. Je crois qu'il faut d'abord montrer tous les potentiels de l'Est, hein, dont on parle assez, mais peut-être pas. Toute l'industrie de la communication cellulaire aujourd'hui passe par le Kivu. Hein, ça va en Chine, ça va dans le monde entier. Donc, je crois qu'il faut revenir à un plan. Le plan existe. Il ne faut pas improviser le plan. Il faut le rappeler, le plan existe. Mais il faut l'exécuter. Il ne suffit pas d'avoir un plan, il faut l'exécuter. Ce plan-là, il est génial, il faut le lire. Il est élaboré par le ministère de Plan, d'ailleurs, en négociation avec FMI, Banque mondiale, vous le savez, avec le PPTE, pays pauvre très endetté. La dette a été effacée. Maintenant, il faut venir à Kinshasa ici. Je crois qu'il y a un gouvernement qu'on attend, qu'on revienne sur un plan de développement. Où faut-il commencer? D'ailleurs, ça ne concerne pas seulement l'Est. L'Est, il y a des urgences. Mais tout le Congo est quasiment dans des problèmes de développement. Donc, tout ce que j'aimerais dire, c'est la culture d'un plan. Que tout le monde sache où on va. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on fasse des évaluations. Si c'est un budget intégré dans un plan, qu'on fasse la reddition des comptes. Quand on a fini, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'on contrôle. Est-ce qu'il y a un crédit à reprendre, etc. Revenons dans le norme. N'improvisons pas. N'improvisons pas. Je crois que le chef de l'État, me semble-t-il, n'improvise pas. Il est sous pression. J'ai suivi quelques gens de Goma qui ne croient pas beaucoup à ce qu'il disait, en tout cas ce que j'ai entendu. Ils ne croient pas, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans, qui sont nés dans les turpitudes. Donc, ils étaient dans la forêt, les filles violées pendant quasiment 20 ans. Donc, qu'est-ce que vous allez leur dire? Pas des discours cosmétiques, non. Et même ont résisté, et même ont contribué à ce que les choses changent. Revenez à un plan cohérent, réaliste. Vous dites c'est sûr, à moyen terme, à long terme. C'est comme ça que les choses modernes se font. D'accord. Voilà. Alors, M. Abdou Mamba, vous qui êtes de la société civile, et je crois que vous avez des représentations au niveau de cette province, que disent vos membres par rapport à cette visite du chef de l'État? Bon, quant à cette visite, nous trouvons un point qui est capital, c'est la consolation. Mettez-vous en tête que si vous avez un membre de la famille qui est malade quelque part, qui a fait 2-3 ans, et s'il arrivait à sortir de l'hôpital, et que vous faites le semblant de ne pas aller les voir, ne fût-ce même quand il était à l'hôpital ou bien après l'hôpital, ça va s'enregistrer dans sa mémoire pour ne pas oublier. Même si vous pouvez lui envoyer beaucoup d'argent, cela ne dit pas grand-chose si que de les rendre visite. Je sais très bien que cette descente, c'est une des demandes
qui a été formulé pour dire, maintenant que le M23 est chassé, il y avait même ceux qui demandaient que le chef de l'État pouvait vraiment installer son quartier général à l'Est, ou son état-major, que ce soit. Et aussi, nous devons aussi voir, c'est ce que le prof vient de dire, le niveau d'évaluation des dégâts. Aujourd'hui, on nous parle de l'Est, de la guerre et des violences sexuelles et consorts. Nous sommes ici à Kinshasa. Même s'il faut faire un plan de développement, le meilleur plan se fait sur des éléments vérifiables, c'est-à-dire un état des lieux, un diagnostic qui est réel, qui se résume sur certains éléments de fait qui se sont produits. Si aujourd'hui le chef de l'État, il a fait cette tournée, il est en cette tournée, il a sa vision, des fois qui nous voyons aussi que non, c'est une vision propre à lui. Il est en train de voir par où il peut commencer, puisque j'ai vu même sur les images à bord d'une Jeep, embourbé, il est sorti, et il a fait les pieds, et tout en essayant de ne pas glisser. Bon, moi, quand j'ai fait ces images-là, j'ai dit oui. Quand il sera dans son bureau, quand il pourra demander à un conseiller un travail, ou quand il va débloquer l'argent, il sait réellement là où va partir cet argent et quel est le résultat qu'il attend. Aujourd'hui, nous avons trouvé des gens qui libèrent l'argent dans des bureaux, des montants énormes, mais les résultats sur terrain négatifs. Il est vrai, il faut concilier les choses, la réalité du terrain et les idées qu'on peut concevoir dans un bureau. Quant au problème de développement, il est vrai. Il y a un peu un problème que nous devons quand même partager ensemble. Nous ne pouvons pas espérer des résultats meilleurs si nous faisons de la même manière comme nous l'avons fait hier. Non. Le développement, c'est un passage d'une phase moins humaine à une phase plus humaine, pour être vraiment pratique. S'il faut parler de développement, nous devons comprendre par où il faut commencer, puisque le développement est vaste dans tous les domaines de la vie. Le professeur Milala a parlé de ce document stratégique, DSRP, je crois, Oui, DSRP. Qui a déjà un plan. Mais il a fallu, moi j'ai toujours parlé de ces projets, de ces plans-là. Il faut que ces plans-là matérialisent le terrain. Il faut que les données qu'on peut trouver dans ces plans-là soient conformes à ce qui est palpable sur terrain. Parce qu'il y a certaines réalités de terrain qu'on cache. Mais pourquoi cacher? Moi, je me souviens, nous venons de concertation nationale. On nous avait donné comme mode de procédure, c'est de dire ce qui est vrai. Puisque comment vous pouvez établir un diagnostic, faire un état des lieux, tout en camouflant certaines choses? Puisque quand un médecin fait une consultation, il demande, quand il veut passer par un diagnostic, un état des lieux, il faut qu'il découvre la maladie, source des maladies, quels sont les microbes. Comme ça, il va administrer un produit efficace pour détruire cela. C'est ça qui fait que les plans existent. Mais à mon humble avis, et c'est aussi des concerts avec la société civile, il faut que ces plans reflètent la réalité du terrain. Nous ne pouvons pas rester avec un plan stratégique de bureau, alors que ce qui est sur terrain, c'est autre chose. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, par rapport à cette question de développement, c'est un peu vague parce que les questions qui concernent le développement, ce n'est pas seulement dans ces territoires qui ont été occupés par les rebelles. Partout, dans toutes les autres provinces, ces mêmes questions se posent. Mais pourquoi prioriser ces territoires du Nord Kivu? Non, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Mais je vais y arriver. Avant de répondre à votre question, j'aimerais régler quelques petits problèmes. Premièrement, jusqu'à ce jour, le Rwanda n'a pas encore été condamné par un quelconque tribunal. Hein, il faut que ce soit clair. Nous avons parlé de l'Ouganda. C'était non, j'arrive. Maintenant, l'Ouganda, qui a été condamné, personne n'a annulé cette condamnation. En tout cas, pas la République démocratique du Congo, qui de toute manière n'a pas le pouvoir d'annuler une condamnation qui, elle, vient de la Haye, de la Cour internationale de justice. Donc, ça, c'est pas vrai. C'est une fausse information. Une autre fausse information. Lorsqu'on parle de récupération
Récupérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose dans lequel vous n'avez eu aucun rôle, vous n'avez fait aucun effort, vous n'avez fait aucun investissement, et voilà que vous venez là pour essayer de tirer profit de cette affaire-là. Voilà ce qu'on appelle la récupération. Mais moi, je me pose quand même une question. Qui a dirigé les FARDC pour reconquérir les territoires qui étaient occupés? Qui a fait les plans? Qui a acheté les armes? Qui les a envoyées? Qui a acheté les vivres? Qui les a envoyés? Qui a conçu et mis en pratique la diplomatie qui a permis qu'on arrive à tout ça? Si ce n'est pas le gouvernement congolais, si ce n'est pas Joseph Kabila Kabange, qui d'autre? Alors, c'est ce même gouvernement, ce même président de la République qui va là-bas, on accuse de récupération. Non, ne nous faisons pas d'illusions. Il ne faut pas croire que parce que Kabila Jean-Pierre passe à la télévision, qu'il aime le Congo plus que les soldats qui se battent là-bas, qui eux prennent le risque de mourir. Il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec mon voisin, que j'ai le monopole d'aimer le Congo, que lui, tout ce qu'il fait c'est trahir le Congo. Ce n'est pas vrai. Ce Congo, c'est un patrimoine commun, nous l'aimons tous beaucoup, et il y a des gens qui prennent des risques. Lorsqu'un président de la République, là j'en reviens à votre question, d'une manière indirecte, vous me pardonnerez, prend le risque d'aller sur un terrain où il y a eu la guerre, en sachant, parce qu'il le savait, que cette route-là est une route difficile, il va récupérer quoi? Puisque même ce voyage-là, il contient un risque de mort. Vous avez vu des images. Ravin, 5 mètres à la descente, vous descendez là. Si vous êtes attaqué par une équipe de 300 personnes armées, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Voilà pourquoi je pense que c'était nécessaire que je réponde à ça, pour que les téléspectateurs ne se trompent pas. Ce pays est dirigé par des gens qui l'aiment et qui font des efforts. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette façon de décider, qu'il vienne avec un autre projet. Qu'il dise, voilà, votre projet est mauvais, voilà le mien, il est meilleur que celui-là. Mais ça ne sert à rien de passer le temps à venir toujours dire il y a récupération, complicité, c'est faux, tout ça, ça n'a pas existé. Maintenant, sur le plan du développement, il existe un plan global, le professeur Mila l'a cité, qu'on appelle le DCNP, sur le Congo. Il existe des plans sectoriels pour développer le Congo. Mais ici, nous sommes dans un cas spécial. Nous sommes dans une région, le frère vient de le dire, qui a subi quelque chose de difficile. Il était donc absolument nécessaire que non seulement le président de la République s'y rende, mais aussi que le reste de la République réfléchisse un peu avec qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir nos frères du Nord Kivu, du deuil qui leur a frappé, parce que c'est un deuil énorme qui les a frappés. Nous devons quand même penser à eux, même si nous sommes en difficulté nous-mêmes. Vous savez, nous sommes des Bantous ici. Lorsque mon frère a un deuil, même si j'ai des difficultés chez moi à la maison, j'y vais quand même. Et je me débrouille pour avoir quelque chose. Même s'il faut que j'aille endetter chez mon ami André. D'accord. C'est notre culture. Ouais. Et cette culture-là, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. D'accord. C'est important. On va pouvoir Surtout terminer. si on est pour l'unité nationale. D'accord. On va terminer ce sujet. Professeur Kalele, je voudrais que vous puissiez placer un mot parce que Jean-Pierre Kabila vous a bien sûr attaqué dans votre propre camp parce que ce n'est pas de la récupération. Tout ce qui a été fait, tout ce qui est amené à la victoire des FARDC, c'est grâce au gouvernement, c'est grâce au chef de l'État. Où est la récupération? Mais lui, il fait son devoir. Lequel? Il fait son devoir de dire ce qu'il dit. Nous savons que l'Ouganda a été condamné à nous payer 8 milliards. C'est le Congo qui a demandé qu'il ne paye pas. Oui, monsieur. On le sait. Où sont ces 8 milliards jusqu'à aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont? C'est d'ailleurs 11 milliards. Bon, j'étais donc trop modeste. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi il ne les a pas payés? Nous sommes tous informés. Une chose à la fois, monsieur. Deuxième. Comment? Une chose à la fois. Nous avons déjà une guerre à faire. Faisons-la, déjà, gagnons-la. Assurons la paix, nous aurons la force, le temps pour aller réclamer non, monsieur, nos liens. Cette affaire est antérieure à la dernière guerre. Elle est antérieure. Ça, c'est la guerre de l'AFDEL et ce qui est arrivé après.
C'est votre gouvernement avec le président qui a demandé qu'on ne paye pas. Ah, oui. Et puis, j'aimerais bien que vous emportiez les preuves. Qui ne sait pas que les soldats au front, les FARDC, ont été privés de nourriture et de soldes. Quand Mozutu est venu ici pour nous dire que les vivres envoyés aux militaires sont vendus, c'est nous qui inventons ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme ça qu'ils on a publié ici une liste des hauts officiers militaires qui vendaient des armes et des vivres à l'ennemi. Ça, ce n'est pas nous qui avons inventé. Le problème de contre-ordre, reculer, ça venait de nous. Ça venait du pouvoir. Et tout le monde le sait. Quand les gens du nord et du sud Kivu se plaignaient, c'est Kinshasa nous a abandonnés. Kinshasa nous a abandonnés. Ils ont décidé de se défendre. Nous savons également que au nord Kivu, les gens ont occupé la piste de l'aéroport pour éviter que Mamadou Ndala ne soit ramené à Kinshasa. Nous savons également que après avoir gagné brillamment une guerre dans le sud Kivu, quel est le sort qu'on a réservé à Mbouzamabé? Et comment il est décédé? Nous sommes informés de ce qui se passe de ce côté-là. D'accord. Et même la MONUSCO et la brigade ici, personne ne voulait se battre. Chaque fois qu'on parlait de recourir au chapitre 17, c'était trop de philosophie. C'est quand les gens se battent que ces messieurs-là se mettent derrière. Maintenant, c'est tout le monde qui dit « Oui, nous avons contribué. Oui, on a gagné avec le concours de... » etc., etc. Enfin, pour ce qui est du PAS, nous sommes des grands intellectuels. Le PAS et le DCRP, c'est le petit-fils du PAS. Le programme d'ajustement structurel. Il a développé quel pays depuis qu'il est en chantier? Vous dites bien c'est la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Ça a développé quel pays? Et vous savez d'ailleurs pourquoi notre agriculture végète avec la pêche et tout, etc. Parce que justement dans le PAS, il y a des clauses où on vous accorde des crédits pour importer les produits agricoles de l'extérieur et freiner le développement de la production locale. Ce n'est pas avec ça que vous allez développer un pays. Merci, professeur Kalele. Merci à vous. Nous pourrons également organiser une autre émission pour parler de ce programme structurel. On passe bien sûr à cette réunion qui doit se tenir à Kampala, la capitale ougandaise, la réunion de la CIRGEL, pour enfin mettre un terme au pourparlers de Kampala. Professeur Milala, dites-nous, c'est presque tout le monde qui ne veut pas que le gouvernement signe un accord ou une déclaration avec le M23. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a une pression qui est derrière pour amener le gouvernement à signer un document pareil. Est-ce que ça pourra ramener la paix dans notre pays? Ça pourra mettre un terme à cette guerre que les populations de l'Est ont subi pendant longtemps? Merci, mais la question, elle est une question de longtemps. Comment nous déconnecter de projets, je voulais dire, occidentaux? Depuis 60 ans, ça nous tient. Lorsque le président Kabila a fait la tournée, Kobler dit, la semaine prochaine, nous lançons des drones, il parle comme un chef de l'État. C'est-à-dire... et on a une clause, je crois, une clause importante concernant la brigade d'intervention. La brigade d'intervention peut intervenir justement avec ou sans l'accord du gouvernement. C'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est lié. Il fera ce qu'il fait, ce qu'il dit développement, et demain, il est à Kampala. Mais à Kampala, dans les camps ennemis. Mais ce sont là les contradictions fondamentales qui nous suivent.
la vraie question, comment sortir de ces contradictions? C'est ça la grande question. Moi, j'y ai réfléchi énormément. Je crois que des pays comme la Chine sortent à peu près. Nous devons nous déconnecter. Si on ne se déconnecte pas, on ne s'en sortira pas. Parce que dans cet accord, qu'est-ce qu'on va imposer? Probablement une troïka, comme le consensus de Sun City, une sorte de troïka, c'est-à-dire un droit de regard des institutions internationales sur nos affaires. Ouais. Et de temps en temps, quand ça chauffe, il faut qu'on aille dans les ambassades, soit de Washington, France, Belgique, qui vont continuer à régenter des choses importantes qui touchent à la souveraineté. Ce ne sera pas autre chose, ce sera la grande question, comment sortir de ces contradictions fondamentales? Parce qu'on a vu, après Sun City ici, comment la Troïka était devenue presque la première institution, au-dessus même de, je voulais dire 1+4, sur certaines... Mais c'est ce qui va se répéter, c'est cela. Alors, moi je dis des pays comme la Chine ont beaucoup réfléchi, et je vais donner la solution de la Chine. La Chine en Afrique fait de business, ne fait pas prioritairement la politique, fait de business, mais c'est très important. C'est pourquoi je demande, et j'ai fait un plaidoyer depuis longtemps, les problèmes de l'aide développement, tout ça, il faut opposer aux multinationales une multinationale. Sinon, ça veut dire quoi? Mais la Belgique nous a géré avec la Société Générale, et cette Société Générale a même financé l'assassinat de Lumumba. Donc il faut, je le dis et je le répète, qu'on y réfléchisse. Prendre tout notre portefeuille ici à faire un seul conseil d'administration. Mais en ce qui concerne l'accord qui doit être paraphé à Kampala, accord ou déclaration. C'est-à-dire on aura un droit de regard par les institutions internationales et les pays puissants auront un droit de regard sur la gestion. La grande question, comment sortir de ces bourbiers? Merci, professeur. Alors, monsieur Abdon Mwamba, dites-nous, la pression de la communauté internationale n'est-elle pas une manière de laver l'Ouganda et le Rwanda qui ont soutenu le M23? Vous l'avez affirmé vous-même dans votre question. Comprenez que quand on a placé l'accord d'Addis Abeba, la société civile a eu à prendre une position. Vous savez, dans l'accord, il y a eu beaucoup d'engagements qu'on a imposés à la RDC, des obligations, alors que de l'autre côté, les pays cités vraiment nommément, qui agressent, qui appuient l'agression de la RDC, on n'a pas demandé grand-chose à nous. Et vous savez, à chaque fois que vous voulez avancer, il y a toujours la communauté internationale il y a une stratégie, bon, puisque c'est la main qui dirige, mais il y a quand même un problème sérieux, puisque là, je suis en train de me faire une allusion sur le comportement qu'a affiché Mzee Laurent Désiré Kabila en venant, et quand il a voulu conscientiser la population congolaise avec les services nationaux. Nous sommes de ceux qui ont vécu les avantages de ces services, puisqu'ils visaient la cohésion nationale, les brassages sur toute l'étendue de la République, mais et aussi l'autoprise en charge, puisque nous avons vu à l'entrée, il n'y a pas eu de contrats ou bien de demandes d'aide extérieure, mais Mzee voulait reconstruire le pays avec les moyens à bord et il a eu même à payer les dettes. Bon, aujourd'hui, la communauté internationale s'organise d'une manière... Ce sont les étapes du plan arrêté dans l'accord d'Addis Abeba. Mais si maintenant, qu'en est-il au moment présent? Puisque le chef de l'État avait parlé de 3 moyens ou bien 3 possibilités. La possibilité par le volet militaire, politique, diplomatique et oui. politique. Bon. Du côté militaire, nous sommes en train d'applaudir. Du côté maintenant politique et du côté aussi diplomatique, puisque la RDC n'a pas seulement Ouganda, Rwanda et Burundi. Il a 9 voisins
et il doit mener une stratégie de bon voisinage. Donc pour vous, il faudra qu'on arrive à la signature d'un accord pour mettre fin au pourparlers de Kampala. Il n'y a pas un accord, on va faire un accord avec qui, puisque la force négative, elle a été même identifiée force négative. On va faire... Mais les discussions ont continué même après ce rapport. Mais on va faire cet accord avec qui, puisque M23 a fait une déclaration officielle de sa faillite sur le plan militaire. Alors Okay. sur le plan politique? Mais sur le plan politique, ces gens-là sont incriminés. Hein? Ce sont des gens qu'on va poursuivre. Notre justice va les poursuivre de tous les crimes qu'ils ont Alors, commis. professeur Kalele, peut-être votre dernière intervention pour l'émission d'aujourd'hui par rapport à cette question qui concerne cette réunion de la CIRGL dans la capitale ougandaise. Est-ce une manière de faire pression encore une fois de plus à la RDC de signer avec le rebelle? Oui, nous sommes très sincèrement dans l'optique qu'on ne peut pas signer cet accord. Nous avons le texte de l'accord. Nous avons mis ce texte en face de l'accord du 23 mars 2009, dont la non-application complète se réclame le M23. Et nous trouvons que c'est une copie collée de cet accord-là. En réalité, parce que moi je ne viens pas faire ici la narration, je viens faire une analyse approfondie. Les dessous de cartes dans tout ça, c'est quoi? Les M23 est là. Il nous fait la guerre. Et tous nous avons dit, c'est le Rwanda par le M23 interposé. Il y a sur le plan international des critiques ouvertes contre le Rwanda qui gênent ses parrains extérieurs. Il y a des critiques ouvertes contre le Congo. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de leadership, etc., etc. Il fallait résoudre le problème à un moment donné. Le résoudre, c'est quoi? Demander au Rwanda, à l'Ouganda, de ne pas défendre le M23. Parce qu'il faut toujours sacrifier quelqu'un. Ouais. Le Kinshasa également. Et on défait le M23. Il est défait, mais en même temps on dit, même si votre pion a perdu sur le plan militaire, mais ce que vous recherchez, c'est-à-dire diriger le Congo, vous ne l'avez pas perdu. Nous vous le donnons à travers un accord politique. Et cet accord politique prévoit justement de faire entrer les Rwandais dans nos institutions. On a gagné sur le plan militaire, mais c'est récupéré, c'est ce que je disais, récupérer par la main gauche ce qu'on a gagné par la main droite. C'est pour cela que ces messieurs qui font pression pour que le gouvernement congolais signe cet accord sont en même temps des parrains du Rwanda et de l'Ouganda. Il n'y a pas que par la voie militaire que vous pouvez gagner, il y a la voie politique. Et je pense que tous les Congolais sérieux ont lu les deux textes. Il est même fait, je crois, à partir de l'article 9, parce qu'il y en a 12 ou 11. Il y en a, il est fait clairement mention et renvoi à l'accord du 23 mars 2009. Si nous signons tout ce qu'on a fait pour la guerre là-bas, récupérer les territoires, etc., ça sera jeté dans l'eau. Tant mieux d'ailleurs que maintenant, le Congo, le gouvernement n'a pas signé vite, comme il avait fait à Goma pour le premier accord. Mais je vois que sur les papiers là, c'est encore Tshibanda qui revient, Ouais. qui doit signer au nom
du Congo, c'est parce qu'il y a les pressions extérieures qui disent signer, et il y a les pressions intérieures qui disent ne signez pas parce que les intérêts du pays sont en danger. Il faut qu'on prenne maintenant conscience de la force de l'opinion intérieure. C'est ça qui va nous faire sortir. Enfin, pour aider peut-être mon ami Kambila là-bas, on va construire des routes. Mais il faut penser, c'est très sérieux, comment est géré l'argent lorsqu'il est débloqué. D'accord. Avec une question importante. Une question il importante. nous parle de Kabila qui descend dans un ravin. Mais en 71, Kabila est allé à Cabinda. Il s'est embourbé 5 fois. Mais l'argent avait toujours été envoyé. Merci professeur, on pourra y revenir. Alors, monsieur Jean-Pierre, nous allons terminer avec vous ce débat citoyen. Alors, par rapport à cette réunion de Kampala, en 1 minute seulement, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, que diriez-vous à nos téléspectateurs? Bon, c'est regrettable parce qu'on n'a pas le temps, hein, parce que ça, c'est vraiment pas une question qu'on peut régler en 1 minute. Mais, pour dire rapidement, je dirais ceci. Pour respecter sa propre signature, la République démocratique du Congo doit signer quelque chose. Ok? Pourquoi? L'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, prévoyait la fin de cette affaire. Et nous avons accepté ces 2 accords-là. Donc nous ne pourrons pas partir en chemin. Maintenant, la question, c'est quel est le contenu de ce que nous allons signer. Toutes les guerres du monde nous ont donné des leçons. L'accord que vous signez à la fin de la guerre doit tenir compte de 2 choses. La première, c'est-à-dire les rapports de force que vous avez. Mais doit tenir compte de ce qui pourrait arriver demain. Parce que si le Congo donne l'impression que lorsqu'il signe des choses, c'est seulement pour tirer les bénéfices. Et pour aller, on refuse d'aller à la fin. À un moment donné, on disparaît de la circulation. Quelle est la valeur de notre signature? Entre-temps, c'est pas pour ça qu'on va aller signer un accord où on vend le pays. Donc, il faut faire preuve d'intelligence et d'imagination pour trouver ce que l'on signe et surtout son contenu. Voilà pourquoi les diplomates et les autres Congolais ici responsables ont dit nous ne signons pas un accord. On signe une constatation, une conclusion, on constate ce qui s'est passé sur le terrain et l'on signe. Voilà le débat d'aujourd'hui à Kampala. Maintenant, le chef d'État sera en face de son homologue ougandais qui veut se mêler de nos affaires. Et nous verrons bien. Heureusement que le Congo n'est pas seul dans cette affaire. Mais je suis convaincu, et le peuple congolais peut avoir confiance, les dirigeants congolais ne signeront pas n'importe quoi. D'accord. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces analyses. Monsieur Jean-Pierre Kambila, au cadre de la majorité présidentielle, professeur Milala, philosophe, monsieur Abdon Mwamba, qui est donc de la société civile, et professeur Kalele, qui est chef d'un parti politique de l'opposition, FNTC, Front National pour un nouveau type... Pour un nouveau type de Congolais. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je signale que cette émission sera également diffusée sur Radio 7 106.1 MHz. Mais en attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de Télé 7, la télé républicaine. Au revoir.